Bonsoir à tous, bienvenue à Yaoundé, madame, monsieur. Nous sommes partis pour 2 heures d'émission, 19h, 21h, Equinox Soir toujours, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Lorsque le 30 décembre 2015, le contrat liant Grupo Pecini à l'État du Cameroun est signé pour la conception et la réalisation d'un complexe sportif à Olembe dans la ville de Yaoundé pour un montant de 163 milliards de francs CFA, soit 248 millions d'euros. Le délai d'exécution et de livraison des travaux est arrêté à 30 mois. En juin 2018, le complexe n'était toujours pas sorti de terre. La faute à un retard dans le démarrage du chantier. 15 mois de retard, car ce n'est qu'en mars 2017 que le chantier est véritablement lancé. Choisi pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Cameroun accuse un sérieux retard dans la livraison des infrastructures. Le stade de Lembe sortira de terre au bout de 8 mois grâce à des préfabriqués venus tout droit d'Italie. Insuffisant pour que le Cameroun abrite la CAN 2019. Le 30 novembre 2018, la Confédération africaine de football retire l'organisation de la grand-messe du football africain au Cameroun pour cause de retard criard en matière d'infrastructure et de sécurité. La résiliation du contrat du géant italien du bâtiment et des travaux publics survient le 29 novembre 2019 avec un taux d'exécution de travaux de construction du stade de 90%. L'entrée en scène du Canadien McGill à l'origine de la rénovation du stade de la réunification à Douala est applaudi dans un premier temps car il est finalement question de parachever l'œuvre entamée par Pecini, c'est-à-dire doter Yaoundé d'un complexe sportif. Mais il y a quelques jours, le président de la République autorisait le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a signé une convention de 55 milliards de francs CFA. Une autre dette pour l'achèvement des travaux du complexe d'Olembe, du complexe sportif d'Olembe que le Camerounais normal n'a toujours pas digéré. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée depuis Douala par Cédric Nouflé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, en direct de Yaoundé. Bonsoir, bienvenue. Infrastructure de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le cas d'Olembe. Pour en parler, nous avons invité en plateau et à Yaoundé Monsieur le maire Saint-Éloi Bidoum. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge. Voilà, vous êtes le président du PDPC, je crois. Oui, j'ai bien prononcé. Parti démocratique des pauvres du Cameroun. Parti démocratique des pauvres du Cameroun. Vous êtes prêt pour les échéances électorales futures déjà? La masse critique est là? Tout à fait. J'ai reçu des appels, j'ai reçu des soutiens, j'ai reçu toutes sortes de manifestations de la volonté de beaucoup de Camerounais de me suivre dans mes combats. Il me semble que la masse critique est suffisamment atteinte et que les choses peuvent normalement démarrer. Le congrès du parti, c'est pour bientôt, dès que les formalités administratives, parce que il faut le dire, ça coince quelque part, ça coince quelque part, et pour des raisons, j'allais justement vous poser la question, est-ce que vous avez déjà reçu le sésame qui vous permet de vous déployer? Pour des raisons évidentes, mais je crois que ma perspicacité me permet d'espérer que avant les prochaines échéances électorales, le parti sera structuré, il aura en fonction de la demande des uns et des autres, je pense qu'on n'aura pas de difficultés comme le PCRN à avoir une envergure nationale. C'est vrai que c'est de nature à déranger beaucoup qui pensaient que Saint-Éloi portait un poteau électrique avec le RDPC
et qu'il ne pouvait pas se mouvoir ailleurs. Okay. Je crois que l'occasion est venue pour moi de leur montrer de quoi je suis capable. Justement, on a envie de se poser la question. Vous avez été suspendu pour 3 ans. Pourquoi n'avoir pas accepté purger les 3 ans et puis de repartir? On vous sanctionne, vous décidez de claquer la porte. Vous étiez un mauvais militant? Non, dans Saint-Éloi Bidon? Non, je ne commande rien. Oui. J'ai posé un acte démocratique au sein de mon parti. Et le président Biya l'a dit qu'il souhaiterait que l'histoire retienne de lui qu'il est un démocrate et que c'est lui qui a apporté la démocratie. Okay. Malheureusement, l'occasion a été offerte au parti, le RDPC, de démontrer que le recul était d'au moins 30 ans et que la démocratie était un leurre. Donc, mon exclusion pour avoir posé un acte démocratique ne me donne aucun regret. Au contraire, ça me conforte dans mes convictions que j'ai mené le bon combat. Malheureusement, je l'ai perdu. Et comme Rousseau le disait, être démocrate, c'est savoir se plier à la position de la majorité. Mais c'est toujours Rousseau qui a dit, je m'incline, pas parce que ce que je dis est faux, mais parce que vous êtes majoritaire à penser faux. Okay. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Mais je crois que le vous PDPC... Vous êtes quand même proche du RDPC ou bien vous êtes opposé au RDPC? Le PDPC a un avenir certain, surtout quand je vois des gens comme Léopold Daci, les grands rédacteurs politiques des grands journaux, suivre avec intérêt ce que je suis en train de faire. Comme dit souvent le président Biya, okay. Quand on commence à dire beaucoup de mal de vous, sachez que vous faites du bon travail. Merci. Justement, Léopold, il est à côté de vous. Bonsoir Léopold. Bonsoir. Ça fait plus d'1 an. Hein? Oui, 1 an, vous avez manqué quand même. La fois dernière, c'était bien. Oui. Et c'est un plaisir de revenir sur le plateau de Equinox Soir. Voilà. Léopold Daci, du quotidien Le Messager. Exactement. Voilà. À côté de vous, Willy Bengue. Bonsoir Willy. Bonsoir monsieur Otto. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parlant des Camerounais qui nous suivent de l'intérieur, j'aimerais adresser un bonsoir particulier à ce que nous appelons dans l'esprit de la Renaissance la communauté des captifs, c'est-à-dire ces Camerounais qui se retrouvent aujourd'hui comme prisonniers d'opinion, parce que justement en 2019, ils ont osé donner la sonnette d'alarme disant que ce projet dont on va parler tout à l'heure, qui a procédé à un glissement, la CAN 2019 ne devait pas avoir lieu, et puis les infrastructures étaient tellement en surcoût. Ils ont donc marché, le MRC a marché pour dénoncer cela. Alors plusieurs parmi ceux-là qui étaient porteurs de ce flambeau de dénonciation se retrouvent aujourd'hui en prison. Il y a donc un grand encouragement psychologique à l'un dans le sens qu'ils ont combattu le bon combat. Aujourd'hui, nous comprenons que ce qu'ils ont dit n'était pas faux. Ok. Je commence par Léo. Vous êtes le seul qui n'est pas politique sur ce plateau. Également avec, bien sûr, Léopold. Pourquoi les Camerounais ont l'impression que le complexe d'Olympie, ça frise la gabegie? Ce n'est pas qu'ils ont l'impression. Je crois même que c'est cela. Il faut le dire de cette manière-là. Quand vous écoutez les gens parler dans la rue, déjà nous sortons du Chan avec les infrastructures que nous avons vues. C'était beau, c'était une réussite, on dira comme cela. Ça a fait plaisir. Mais après, on se pose la question, what next? Ça, c'est le grand débat aujourd'hui. Et on se disait donc, avec la CAN qui va arriver, ce sera grandiose, et on l'espère, ce sera grandiose. Mais quand le président de la République a maintenant pris un décret la fois dernière, avec une rallonge de 55 milliards de francs CFA, pour terminer. Tente d'expliquer cela. Oui. C'est une question de responsable du ministère. Oui, j'en arrive. 55 milliards juste pour parachever, terminer les travaux. Il faut le dire que ça ressemble à un coup dur pour beaucoup de Camerounais. Pas dur parce que l'argent sort de leur poche, mais ce sont les impôts du pays. On se pose des questions. N'oublions pas que depuis le début du chantier, il y a eu trop de bruit dans ce chantier-là, comprenez. On a dû parler d'un sac de ciment qui allait à 19 000, 16 000. C'était pas ça, c'est pas le problème. Pour Olembe aussi, on sait que c'était plutôt pour le stade Mbappé-Lépé. Non, c'était à Olembe. Olembe aussi? Oui, c'est de Olembe que je parle. Oui. Donc, regardons bien les choses. Quand le président de la République prend 55 milliards
de décret demandant 55 milliards, il s'appuie sur le budget de 2020. Soyons clairs dans ce qui se passe. Donc on lui présente que le budget t'autorise à prendre le budget, un décret pour que le MINEPA puisse prendre de l'argent dehors pour venir, je parle pour qu'on se comprenne, puisse prendre de l'argent pour venir terminer les travaux. Oui, c'est bien, il l'a fait. Mais n'oublions pas qu'également le 25 novembre, lorsque le Premier ministre est venu à l'Assemblée nationale défendre le budget de l'État, il a dit clairement que les travaux étaient avancés de l'ordre de 92% pour le stade Olympique, pour ceci, pour l'hôtel, c'était presque de l'ordre de 50%, pour, qu'est-ce que j'oublie encore là, ceci. Mais attendez, on se disait que bon, il restait très peu à faire. Quand McGill maintenant vient, parce qu'il y a eu rupture de contrat avec Piccini, rupture de contrat avec Piccini, avec le ministre Francisco Molekombi, on se dit, en fonction de ce que le Premier ministre nous a dit à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il reste très peu à faire. Et quand McGill est venu, effectivement, McGill a dit qu'il avait besoin de 17 milliards pour terminer les travaux. 17 milliards, c'est ce qu'il a dit. On s'est dit, ben, enfin voilà, ça va être vite fait, 17 milliards, on ne peut pas créer. Le gap vient de là. Lorsque les gens sont en train de créer, c'est parce que McGill, au début, a dit qu'il avait besoin de 17 milliards, oui. Et que le président de la République est venu nous dire, sortir un décret pour 55 milliards. C'est ce gap-là qui fait que les gens commencent à crier, que les gens commencent à se poser des questions. Ce n'est pas qu'on parle pour parler. Et en plus, il faut le dire, Serge, qu'est-ce que des 55 milliards, c'est pour finir seulement le stade Paul Biya ou c'est pour tout le complexe qui sera là autour? On nous fait comprendre que c'est tout le complexe. Oh, bon, parlons du complexe. Par achèvement du complexe, complexe sportif. Je suis d'accord. Parlons du complexe. Laissons le stade de côté qu'il a ses 60 000 places, que ça sera fini. Bon, maintenant, après le complexe... Piccini dit que le contrat est résilié en novembre 2019, oui. Il est à 90% pour le stade. Oui. Le stade Paul Biya. Ça pas le complexe. Oui, puisque l'État à 90%. Oui, puisque le Premier ministre l'a avoué à l'Assemblée nationale devant les députés. Bon, maintenant, je dis par... Non, l'MB, c'est le complexe. C'est le complexe. Oui. Il est bien vrai. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi 55 milliards, même si c'est le complexe? Mais attendez. Pourquoi Magui demandait 17 milliards seulement pour le stade alors? Ça, c'est une question. Oui. Donc, les 163 milliards de débat, c'était seulement pour le stade alors? Non, le complexe, c'était la conception et la réalisation. Conception et réalisation du complexe sportif. Alors, quand Piccini s'en va, Piccini a consommé quel budget? Quelle est la part du budget que Piccini a consommé? Piccini, en se retirant, devait dire aux Camerounais ou bien au ministère en charge de cette affaire que voici aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, voici ce que nous avons produit, voilà ce qui reste. Et présenter au chef de l'État qui a la capacité de demander, de faire des prêts à l'extérieur, qui demande que voilà, on a besoin de 20 milliards, de 50 milliards pour parachever, en fonction de ce qui est sur le terrain, du constat sur le terrain. Or, ce qui me semble aujourd'hui n'est pas le cas, parce qu'on ne nous le dit pas. Si on nous l'avait dit, on ne serait pas en train de faire débat sur ce plateau. Oui. C'est parce que ce vide-là crée aujourd'hui des incertitudes, on ne comprend pas, des poches sombres et floues qu'on ne comprend pas. Et cela suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. Et dans les quartiers, je vous dis, les gens sont en train de... Même celui qui est intéressé pour le sport commence à dire, mais voilà, on a volé. Voilà, peut-être que ce n'est pas le cas, mais le manque de communication, de ne pas éclairer les gens sur ce qu'on fait, peut fonder les gens à dire qu'effectivement, il y a des détournements de fonds, ça et là. Okay. Voilà la problématique. Et ce n'est pas un problème qu'il faut prendre à la légère, je pense. Oui. Le chef d'État dit 55 milliards, c'est bien. Mais il faudrait donc que sur le terrain, à mon sens, qu'il y ait de l'audit, qu'on dise que ben voilà, aujourd'hui, on a, sur le stade, on a consommé tel montant, on est à tel niveau. En ce qui concerne les autres infrastructures autour, que ce soit les terrains de handball, de basketball, piscine, gymnase, etc. Hôtel 5 étoiles. Musée, hôtel 5 étoiles, qu'on dise que ben voilà, étape par étape, voilà ce qu'on a consommé. Et à ce niveau-là, on peut comprendre, le Camerounais lambda peut comprendre de quoi il est question, même si d'avion n'est pas obligé de dire au Cameroun ce qu'on fait pour eux, parce que généralement ce n'est pas le cas. Mais cette fois-ci, vous voyez que l'opinion s'est saisie du problème. Mais les députés également, je me pose la question, les députés, lorsqu'ils ont adopté la loi de finances à l'Assemblée nationale en décembre dernier, mais quand ils votaient 55 milliards, ils pensaient à quoi? Voici le questionnement qu'il faut aussi poser. Parce que c'est la majorité qui a adopté que c'est de la question. Quand ils pensaient de 55 milliards en demandant au chef de l'État, puis dans la loi de finances, ils pensaient à quoi? En le finançant, en votant cette loi-là. Donc ça, c'est la question que les députés devraient répondre aussi. Ok, monsieur le maire, Piccini, McGill, le maître d'œuvre qui demande 17 milliards, on accorde finalement 55 milliards pour parachever les travaux. Je crois que on doit avoir une lecture suffisamment lucide de la situation, parce que
excusez-moi pour la parabole, j'ai suivi un débat sur RFI l'autre jour sur la Cosa Nostra italienne. Cosa Nostra. Et la mafia italienne, entre février 2020 et février 2021, a 3 000 milliards de dollars dans ses comptes. En plein Covid. On nous explique En plein Covid. que ces fonds sont venus du football et du Covid. Et que la mafia italienne s'est arrangée au niveau du football africain, dans tous les pays qui vont organiser la Coupe d'Afrique jusqu'en 2030, les stades sont déjà en construction. Ils se sont arrangés à avoir le contrôle de la passation des marchés et le contrôle du financement de la construction des stades. Au Cameroun, la CAN et le CHAN coûteront en termes d'infrastructure 1000 milliards 300 millions. Et 1000 milliards 300 millions qu'on a mis entre les mains d'un groupe d'individus qui gèrent selon les règles de la mafia, c'est-à-dire on présente l'urgence au président de la République pour obtenir le gré à gré. Oui. Et vous comprenez que une fois qu'on est dans cette logique, il y a de fortes chances qu'il y ait des perditions de fonds. Et c'est ça qui nous arrive au Cameroun. 163 milliards pour construire les grandes infrastructures d'Olembe. Quand Piccini, c'est ça? Oui. Piccini nous dit, au moment où il s'en va, il est à 90% de la construction du stade. Lui qui est le financier de la construction du stade. Il ne nous dit pas combien il a dépensé et combien reste disponible pour la suite des travaux. Donc, vous voyez que nous risquons de nous retrouver là dans un problème de ménage mafieux où le fait que les autres n'aient pas eu accès au liquide que Piccini gérait. Vous savez que le stade a été complètement préfabriqué. En Europe. Venu d'Italie. Donc, ici, là, on a eu accès à rien. Peut donc pousser les gens à aider Piccini à être dehors et reprendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, est-ce que on est sûr que McGill a fait l'expertise, l'audit nécessaire de ce qu'il faut, sachant que les fonds étaient les fonds de Piccini, et il vous dit, je vous ai donné le stade à 90%, réalisé, il a dépensé combien? Il reste combien? Il avait 128 milliards, parce que la banque nigériane avait, je crois, 28 milliards à dépenser, qu'ils ont totalement libéré d'ailleurs, et Piccini était aux environs de 113, 125 milliards qu'ils devaient débloquer. Et ils ont donc utilisé combien? Le Nigeria en était à 24,24 milliards. Il reste donc combien? Donc, quand McGill arrive, je crois que, tel que les choses ont été conçues par Piccini, on n'avait pas intégré les travaux de voirie, par exemple. Les travaux de voirie. Donc, quand McGill arrive, il s'est dit, terminer de gros œuvres, il faut 17 milliards. Je crois qu'il n'avait pas tenu compte de ce que... Bon, maintenant, on est arrivé, la décision est politique. Il faut que le président... Et il faut savoir que le président tient à ses infrastructures. Peut-être parce que, je ne voudrais pas être devin, ce sera peut-être sa dernière sortie. Et il voudrait que cette sortie soit honorable et grandiose. Et vous savez, en politique, quand un homme politique commence à faire dans le social, sachez qu'il a quelque chose à vous demander. Soit il voudrait vous demander de lui accorder une nouvelle confiance, soit alors il voudrait vous dire au revoir et en beauté. Et j'espère Parlons du président du PDP.
je pense que... politique qui parle là. Hein? Ouais, je pense que c'est là l'équation du président, de sortir en beauté, en dotant le Cameroun. J'ai été de ceux qui ont été très critiques vis-à-vis de lui, parce que le football lui a tout donné. Et pendant longtemps, il a dressé un mur d'indifférence au problème du football au Cameroun. Et c'est ça. Mais il citait toujours les footballeurs en exemple, non? Oui, justement, parce que le football lui a tout donné. Bon, maintenant qu'il a décidé au moment où il va partir, parce que même si Dieu se trompe de calcul, il va finir par partir, il voudrait partir en beauté. Et ce que j'ai souvent appelé le coup d'état scientifique au sein du RDPC, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'individus qui sont cachés dans le RDPC et qui se sont donnés pour mission de ne pas donner l'opportunité à Paul Biya de poser un seul acte que l'histoire pourra retenir après. Pourquoi tous les autres stades n'ont pas posé de problème? Pourquoi c'est le stade à côté du palais de l'unité? Pourquoi c'est le stade et porte le nom du président? Pourquoi c'est le stade qui porte le nom de Paul Biya qui a des problèmes? Qui a tous ces problèmes. C'est pour ça que je vous dis que il y en a qui sont tapis. C'est-à-dire que tout le monde fonctionne dans la logique de l'après-Biya et de positionnement. Et il ne faut rien lui concéder pour que l'histoire retienne. Mais c'est pour ça qu'il va, en dépit de tout ça, se dire, bon, si c'est par là que ça va passer, ça ne passera pas. Donner 55 milliards pour que ça finisse et que vous voyez, ils n'auront plus rien à inventer après. Mais c'est une manœuvre habilement entretenue par des cadres de ce parti qui ont pour ambition, une bande d'individus qui a pour ambition de succéder à la bande Biya. Ok. Willy Mengue, cette situation-là vous dérange. Vous avez commencé par le dire à l'entame. Vous avez des camarades qui ont, parce qu'ils ont osé demander qu'on fasse un peu plus de lumière là-dessus, ils se retrouvent en prison. Et il y a les 55 milliards qui sont... le fameux débat aujourd'hui porte sur les 55 milliards. Votre regard sur cette situation nouvelle par rapport au parachèvement des travaux du complexe sportif de l'Embé, qui a déjà englouti, commence à engloutir beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. J'ai même souvent envie de demander, est-ce qu'après les 55 milliards, on ne va pas demander autre chose? Ça va suffire après 50, c'est bon? On aura notre complexe sportif les 55 milliards vont nous situer à 218 milliards pour tout ce complexe. Les Camerounais ont un problème particulier aujourd'hui quand ils comprennent la notion d'infrastructure sous le régime de M. Biya, la notion d'infrastructure. Parce que quand on voit le complexe Olembe en tant qu'infrastructure, il y a un ensemble de clichés qui ressortent. C'est comme si vous procédez à une coupe transversale d'une gousse d'oignon, il y a un ensemble de strates. Donc quand on évoque infrastructure sur M. Biya, il y a plusieurs clichés. Le premier cliché, le deuxième, le troisième ont déjà été évoqués, c'est-à-dire le coût des infrastructures avec le régime en cours. Vous allez vous rendre compte que partout ailleurs en Afrique ou partout ailleurs dans le monde, les infrastructures qui sont pourtant essentielles pour la vie d'une nation, quant à l'émancipation des peuples, quant à la force de projection même de l'État, puisque l'État se représente en termes d'infrastructures. L'État n'est pas que la territorialité, il se fait représenter par les infrastructures qui sont du sol. Ouais, donc les infrastructures au Cameroun coûtent nettement plus cher. Comme si le matériau que nous utilisons venait de Mars. Comme si nous achètons... il est venu d'Italie. Mais ce n'est pas une raison pour que nous soyons à des coûts qui vont 5 à 6 fois plus que ailleurs par rapport au même format de l'infrastructure en question. Donc il y a un problème de coût, donc de surcoût sur les infrastructures. Et ça anime le débat, ça pose le problème de la gouvernance économique sous le régime de M. Biya. Il y a un autre problème avec le stade Olembe. Il y a un autre bois de Pandore, c'est la dette. N'oublions pas que c'est la dette qui finance ces infrastructures, parmi lesquelles le complexe Olembe. Et le Cameroun est aujourd'hui dans une situation qui pourra nous projeter à un surendettement d'ici 2022. Les données sont non seulement de la Banque mondiale, mais de la Caisse autonome d'amortissement qui a donné l'alerte que si le croît annuel de notre dette, qui est à moins de 1000 milliards par an depuis 2014,
continue jusqu'en 2022, on va se retrouver à un niveau de surendettement. Et vous savez que qui s'endette paie sa place, même à la mosquée. C'est un vieux proverbe Paul. Ça veut dire qu'en fait, l'État paie de sa souveraineté vis-à-vis de ses créances. L'État paie de sa manœuvrabilité sur la place politique nationale, internationale. Donc, continuer à s'endetter pour que on fasse des infrastructures, un appât du peuple, parce qu'on nous présente les infrastructures comme un miroir, mais en fait c'est un appât qui lance une torpille dans les ressources publiques. Donc l'infrastructure au Lembe passe également par l'endettement, outre le coût. Il y a un autre problème qu'il faut comprendre avec ce complexe-là. Aujourd'hui, on ne devait pas se retrouver en 2021 en train de débattre d'une infrastructure qui devait être livrée en main en 2018. Juin 2018. Voilà. Parce qu'en fait, quand on définit un projet, quand l'État pense un projet, il ne pense pas un projet étant dans un caniveau. L'État pense à un projet de manière stratégique. C'est-à-dire, il y a une substance de planification dans les projets. Le projet Olembe rentre dans le cadre des projets qui avaient déjà été pensés en 2009 avec le DSCE. Oui. Sauf qu'en 2014, quand nous avons mandat en septembre 2014, on obtient l'organisation de la Coupe. De la Coupe. En 2016, le projet commence pour 30 mois. Les 163 milliards de francs CFA constituent l'essentiel de cette enveloppe en matière financière qui devait financer donc tout le complexe. C'est-à-dire le stade de 60 000 places couvertes, les 2 stades annexes, l'hôtel de 70 chambres, le musée, on parlait d'un musée, on parlait même de piscine olympique, on parlait d'un supermarché, oui. Un centre commercial. Un centre commercial. Oui. On parle donc de 163 milliards. Oui, basket, tout cela, les cours de tennis. Tout cela, c'est ça qu'on les a appelés complexe, c'est-à-dire c'était un projet clé en main en 2018. Mais le drame, c'est que Willy Menguez, ce n'est qu'en 2017 que les travaux commencent. Justement, il faut comprendre la stratégie. Qu'est-ce qui se passe entre le 30 décembre 2015, 2015, lorsque le contrat est signé avec Pétini, et mars 2017? C'est la stratégie, c'est une vieille ruse de cette caste politique composée, nous on les appelle au MSC les kleptocrates, c'est-à-dire kleptos, c'est voleur. Voler, c'est prendre sans autorisation. C'est-à-dire, quand on gère un projet, on attend la dernière minute. C'est pour anticiper, précipiter, pour éviter qu'il y ait des contrôles. Et tout de suite, on gère ce qu'on appelle les avenants dans un projet, dont les dérives et les variables. Et ça fait l'objet d'une urgence devant la table du président de la République, qui, jouissant d'une certaine immobilité, parce qu'il faut comprendre que le président lui-même, il est en tort. On ne peut pas te construire un stade à 2 km. Tu ne peux pas regarder. Présider, c'est être mobile. Mais il fait confiance. Quand on préside, il y a confiance. Monsieur Biya doit comprendre que la gouvernance des instructions et la gouvernance de la délégation est une gouvernance qui lui a porté échec. C'est cette gouvernance qui a engraissé les couloirs de la corruption. Parce que si lui-même, en définissant un projet, en demandant son exécution, de temps en temps, il peut contrôler, ces gars n'auraient pas eu l'audace de présenter toujours en urgence. Mais vous avez suivi tout à l'heure le maire Bidon, il a dit, le projet porte en plus le nom, le stade Paul Biya. Justement, il faut jeter de l'ombre sur son image. En fait, ça c'est le résultat de ces créatures. C'est lui-même le créateur. Il s'est entouré de créatures. C'est un panier à crabes. En fait, s'il faut jeter de l'ombre sur son visage, ça l'engage. Mais il pourrait peut-être sortir de là gagnant s'il avait présidé. J'ai dit, il faut présider. On préside avec une certaine mobilité. On ne peut pas rester sur place, attendre tout sur place. Même quand bien l'opinion crie que attention. Comme nous, au MC, on a crié en 2019, attention, il y a d'énormes problèmes dans ces projets. Il y a une corruption, il y a un projet d'escroquerie au sommet de l'État à travers ces projets. Nous avons crié, d'autres Camerounais de tout bord ont crié, mais il n'a pas été sensible, il n'est pas allé. Là aussi, il faut interroger un problème. Le mutisme parlementaire. Pourquoi nos parlementaires font dormir l'article 14 alinéa de la Constitution qui leur donne le pouvoir statutaire de contrôler le gouvernement?
Qu'est-ce qu'il faut Mais pour que Jean-Michel Nietzsche, heureusement que nous avons certains députés comme... sur 180, il est le seul. Hein. Sauf que c'est le seul qui essaie de mettre ces résonances. Que font les 179 autres? Que font les autres? Ce sont les parlementaires de surface, Mais ils les parlementaires d'accompagnement. Mais ils ont écrit l'autre jour, hein. Ils ont répondu aux parlementaires américains. Hein. Non, ça c'est 62. Hein. Ça c'est la dissuasion. Comment ça? La dissuasion, pourquoi? En fait, on ne les attendait pas en réaction, on les attendait en action sur la crise du Nozo. Ouais. C'est-à-dire le Parlement camerounais devait briller par son expression, par son implication dans cette crise, comme les autres crises, comme cette crise de dette, comme cette crise de non-exécution des infrastructures et des projets. Le Parlement ne devait pas briller par le mutisme. On se demande à quoi c'est l'article 14 de la Constitution de la République. L'action contre l'action du gouvernement. C'est pour quand? Alors que le Parlement peut, outre le contrôle de l'action gouvernementale, initier des enquêtes parlementaires sur des sujets qui interpellent l'intérêt général, comme ce complexe d'Olembe qui va engloutir 55 autres milliards. 1 milliard en première touche, c'est 50 kilos de billets de 10 000. Il faut ajouter 55 milliards, 1000 milliards 55 fois, alors que 163 avec 1000 millions 55 fois, alors que 163 avait déjà été englouti. Alors aujourd'hui, regardons les explications de ceux qui veulent nous faire croire que Pichini a utilisé 113 milliards, alors qu'il déclare avoir exécuté le complexe à 90%. Non, le stade. Pichini parle du stade. Là, il y a donc, stade Paul Biya. Nous allons donc d'incohérence à incohérence. Parce qu'en fait, on ne peut pas utiliser 113 milliards uniquement pour le stade, oui. alors qu'il y a que tout le un complexe complexe doit absorber 163 milliards. Ça, c'est de 1. De 2, on ne peut pas déclarer avoir utilisé 113 milliards ayant effectué 90% des travaux. Je dis que rationnellement, il y a des incompatibilités. D'où la nécessité aujourd'hui pour le président de la République de commettre un audit. De commettre un audit qui va jeter la lumière sur cette histoire, qui va ouvrir la boîte de Pandore sur l'ensemble des réseaux mafieux auxquels monsieur Bidou fait allusion tout à l'heure. Oui, justement. Léopold Dassi, est-ce que le moment est venu de faire l'audit ou bien il faudrait attendre que les travaux soient exécutés? Je pense on laisse McGill aller jusqu'au bout? Le Cameroun n'a pas de choix pour l'instant. Il faut le dire clairement. Je crois que le problème de fond s'est posé lorsque Pichini était là. Qu'est-ce qui a poussé Pichini à partir? Oui. Voici la problématique sur la table. Qu'est-ce qui a d'abord fait que le chantier accuse 15 mois de retard entre le 30 décembre 2015 et mars 2017? Nous sommes dans un pays, les gens créent l'urgence pour siphonner les budgets. Dans l'urgence, il y a tellement, il a expliqué tout à l'heure, dans l'urgence, on peut tout faire. C'est tous les travaux chez nous, c'est l'urgence que les gens entretiennent. On ne fait rien, on attend que le délai s'approche, on exécute, et dans la précipitation, on fait des choses rapidement, on bâcle, on ne finit pas. Regardez bien, le palais des sports, c'est pas terminé. Si le plan, quand vous regardez les œuvres chez nous. Palais des sports de Ouarda? Bien sûr, aux abords, c'est là on met les fleurs par-ci par-là. Le plan que nous avions. Regardez les stades annexes. Le numéro 2, les toitures ne sont pas finies. Et pourquoi? Parce que de nuit, on était en train de travailler. Je l'ai vu, on travaille de nuit. Vous posez des questions alors qu'on savait qu'on avait des travaux en avance. Donc le problème de fond sur la question que Serge pose, c'est qu'il faut se demander pourquoi Pichini s'en va et qu'on appelle McGill. Ça veut dire que Pichini, qui avait au début dit que je vais aller chez moi préfabriquer des dallettes et venir faire le stade avec, il s'est entendu avec notre pays. Oui. Mais attendez, quand il s'en va, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Quand McGill arrive, McGill dit que non, écoutez, si Pichini ne pouvait pas financer lui-même, terminer ce qu'il vous demandait, je suis en mesure de le faire. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que McGill, le responsable McGill, a dit que, écoutez, je peux financer, McGill va préfinancer de l'ordre de 17 milliards pour parachever les travaux. Il l'a dit. Et maintenant, lorsqu'il commence, d'après ce que les gens tournent au Cameroun, on entend tout et on ne comprend rien finalement. Il paraît que Pichini a commencé à faire une campagne de boycott sur la place internationale et à se plaindre que les Camerounais ne sont pas sérieux et que McGill n'a pas pu finalement obtenir l'argent qu'il voulait sur la place financière internationale. C'est ce qu'on apprend. Mais qui va croire à cela? On donne de l'argent parce qu'on sait qu'on va rentrer dans ces fonds. Alors dans cette question, posons-nous la question. Nous avons le stade Paul Biya, c'est bien. Nous avons les infrastructures qu'on souhaite.
Ça doit être créé un pôle de développement entre le Fundi et Mefou à Famba, je crois, à côté, c'est bien. Mais ça n'arrive pas. Mais même si on avait fini le stade Paul Biya, qu'est-ce que le Cameroun gagne en fin de compte dans ce projet? Il faut qu'on commence à penser économie de ce que nous faisons. Les gros stades, oui, on va nous respecter. C'est le stade le plus cher d'Afrique. C'est beau, c'est bien. Je suis d'accord qu'on nous donne des infrastructures. Pour exemple, si à notre époque, on était plus jeune, on ne pouvait pas, on jouait dans les champs des patates, même si on aimait le foot, c'est pas possible. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on gagne? Vous avez investi 217 milliards de francs CFA. Comment vous faites pour un retour sur fonds? Voici le questionnement qu'on devrait se poser. Justement. Ce n'est pas de l'argent qu'on nous a donné cadeau. Il faudrait que l'État du Cameroun rembourse, s'il vous plaît. Et avec intérêt. Ce n'est pas qu'on vient vous donner parce que on a pitié de vous. C'est un besoin et c'est la cause nationale. C'est pourquoi sur ce plateau aujourd'hui, nous en parlons. Parce que c'est à nous, à nos enfants ou à d'autres générations de venir travailler, trimer, de venir suer, cravacher pour rembourser cet argent avec cet intérêt-là. Tant bien même ceux qui auront pris cet argent ne seront pas là. Le service public continue, le Cameroun continue, le Cameroun restera. C'est pour ça qu'on réfléchit à ça. Donc pour moi, Serge, si nous prenons ce problème-là de quelque bout que ce soit par la tête ou par la queue, on arrive toujours à la déception. On se pose des questions. Bon, la question que je pose, est-ce qu'il faudrait que le Cameroun aujourd'hui fasse l'audit? Mais on est déjà en train de demander de l'argent pour consommer là. Le à quel moment? S'il fallait le faire, il fallait d'abord commencer par faire l'audit, avant même de savoir combien on en avait besoin pour parachever les travaux. Mais déjà, nous avons déjà pris de l'argent. C'est nous maintenant. Ce n'est pas le gouvernement, c'est le Cameroun. On a déjà pris de l'argent maintenant, les 55 milliards. Certainement qu'on va l'avoir. On ne va pas refuser au Cameroun parce qu'il y a une certaine crédibilité déjà qui existe. Mais combien maintenant? On va l'investir comment? C'est ça que nous voulons que maintenant, ceux qui sont en charge de la consommation de ce budget puissent communiquer et dire aux gens, voici les 55 milliards que le chef de l'État a donnés. Bon, c'est tellement que les Camerounais vont oublier les 163 milliards. On ne sait pas comment on a dépensé ces 133 milliards. Il a parlé tout à l'heure de la Costa en Italie, mais c'est un problème dans les pays. Hein. Ceux qui entretiennent la confusion, ils sont nébuleux dans ce qu'ils font. C'est un grave danger pour la paix sociale. Que les gens se retrouvent avec des milliards subitement, vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas en faire qu'ils ont beaucoup d'argent? Ils font quoi avec ces milliards-là? Vont-ils investir? C'est autant de problèmes. Donc, ça veut dire qu'on a placé les charrues avant les bœufs, parce que le chef de l'État a déjà autorisé au MINEPAP de prendre de l'argent sur la place publique, sur la place internationale. Il va prendre cet argent. Maintenant, quand il aura terminé, certainement et obligatoirement, il faudra qu'il y ait de l'audit. Voilà. J'ai dit au début qu'on disait que les sacs de ciment coûtaient à Olymbe 17 000, 16 000. On nous a dit que le camion de gravier coûtait 700 000. Bon, nous entendions, nous ne sommes pas au stade. Mais écoutez, ces rumeurs-là, parfois par des gens qui sont sur le stade, vous entendez, vous dites, mais ça c'est pour... on est en train de blâmer, de salir la réputation des gens peut-être. Mais en bout de compte, ce qui s'est posé au début, on écoutait, on disait que c'est la rumeur des Camerounais. À la fin, au moment où on est en train de terminer le chantier, on revient toujours avec les rumeurs des Camerounais. Ça fait de trop. Et puis, ce n'est pas seulement le problème en interne. La répercussion de l'image du pays sur la place mondiale, qu'est-ce qu'on voit comme image? Bon, on va faire une canne certainement brillante, mais avec quel gâchis en termes de représentation de la vie, du visage de notre pays à l'extérieur. Quelle représentation? C'est ça que je demande. Même si on remportait cette canne, avec tout ce qu'on fait dit là, je crois que personne ne sort de là grandi. Donc pour moi, c'est de lancer le mot au chef de l'État, même si on n'a pas fait l'audit maintenant, mais il faudrait obligatoirement, certainement, que lorsqu'on aura terminé avec la construction des stades avec McGill, qu'on en arrive à faire l'audit, pour qu'on soit clair sur cette affaire. Voilà, vous dites que l'audit, ce sera après le stade, mais monsieur le maire, moi je vous pose la question de savoir, est-ce que les parlementaires ne devraient pas se saisir du cas Olembe, dont on parle aujourd'hui? Je crois que M. Menguela rappelait tout à l'heure, il y a l'article 14 de la Constitution qui fixe les missions régaliennes des parlementaires, c'est-à-dire le contrôle systématique et permanent de l'action gouvernementale. Comment assimilez-vous donc, comment interprétez-vous leur attitude jusqu'à présent? De toutes les façons, vous savez, on va encore dire que je parle mal de mon ancien parti. Vous savez que l'Assemblée nationale, le RDPC a une majorité obèse qui pourrait ne pas laisser aucune possibilité d'expression à qui que ce soit. Mais il faut s'appeler peut-être Nietzsche, même si de temps en temps il a fait un peu trop. Mais il faut une multitude de Nietzsche dans cette Assemblée pour que le président prenne le pouls réel
de ce qui se passe dans la République en diligentant des enquêtes parlementaires. Et vous savez, les enquêtes parlementaires ont ceci de particulier, c'est que chaque fois que les députés ont tiré la sonnette, chaque fois qu'une enquête parlementaire a été organisée, des têtes sont tombées parce que les déclarations se sont avérées être vraies. De toutes les façons, ce n'est un secret pour personne. Il y a eu peut-être de l'exagération dans la dénonciation de la gabegie orchestrée, mais on peut quand même dire avec certitude qu'il y a eu gabegie dans la gestion, parce qu'on nous a présenté dans les médias des factures d'achat de sable, camions de sable qui coûtent 160 000 à 700 000 francs. On nous a fait comprendre que c'est la mercuriale là-bas dans les marchés publics, monsieur le maire. C'est pas la mercuriale là-bas? Non, la mercuriale ne peut pas être à 700 000. Oui. Sinon, de toutes les façons, comme on vous l'a dit, on ne vous le dira pas en termes beaucoup plus clairs, parce que ça peut nous valoir ce que ça va nous valoir. Mais ce qui est sûr, c'est que le démarrage tardif des travaux avait pour un seul objectif d'amener le président de la République à comprendre qu'il y a urgence et qu'il y a péril dans la demeure si les travaux ne commencent pas. Et d'actionner sur le levier du gré à gré. Ça s'est fait au niveau du foot, ça s'est fait au niveau du Covid. Vous savez que le Sénat met hors jeu dans l'approvisionnement et dans le magasinage des produits. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais la manœuvre a été la même pour que le président agisse en urgence et qu'il se retrouve devant ce qu'on appelle généralement un fait accompli. Qu'est-ce que je fais? J'arrête tout ou alors je parachève. Entre le parachèvement et l'arrêt, le choix me semble être clair. Le président a fait le choix du parachèvement. Et on peut lui souhaiter bonne chance, mais on appelle quand même nos parlementaires. Ils n'aident pas le président. Fût-il du RDPC, ils n'aident pas le président. Ils doivent être capables de dire au président que ceux des nôtres qui ont la responsabilité d'organiser sur le plan administratif sont en train de pécher. Ce n'est pas une trahison. Vous aurez aidé le président en lui disant que la situation est grave. Vous aurez aidé le président en lui disant de vive voix que vous ne pouvez pas être président du comité d'organisation internationale d'une compétition comme celle-là et on construit des stades qui portent votre nom. Vous êtes à 1 kilomètre à vol d'oiseau et vous n'avez jamais mis les pieds là-bas. Les Camerounais ont besoin. C'est pour ça que j'ai dit que le mot mobilité utilisé par Willy Mengue est approprié. Les Camerounais ont soif de voir leur président mobile, présent, actif sur des choses qui les concernent et qui les divisent au plus d'importance capitale. Donc, ni sur la CAN dont il joue son va-tout, il n'est pas présent. Au Nozo, il n'est pas présent. À tel endroit, il n'est pas présent. On finit, comme Saint-Éloi, à penser que le président aurait perdu la maîtrise. Or, il doit nous envoyer des signaux forts. Pas seulement la nomination des ambassadeurs. Ça, c'est des choses. Il a fait des délégations que tout le monde peut faire. Et on nous fait croire que c'est lui qu'il nous envoie, pose des actes de souveraineté que seul un chef d'État peut poser. Ce sera bien parce que ça va nous rassurer et ça va nous apaiser. Voilà. Willy Mengue, on a obtenu l'organisation de cette Coupe d'Afrique, je l'ai rappelé, en 2014, soit 42 ans après que nous ayons organisé la 8e Coupe ici en 112. Et comme a dit Saint-Éloi Bidoun, le président veut laisser quelque chose à la jeunesse camerounaise. Vous savez, des complexes, il y a Japoma, il y a Olembe, 2 complexes. Oui, on a longtemps reproché cela au président Biya, on va gagner chez les autres, nous n'avons pas l'infrastructure digne d'un grand pays de football que le Cameroun. Comment comprendre donc aujourd'hui qu'on fasse un procès sur
sa volonté de laisser aux Camerounais des infrastructures comme celle-là? Parce qu'il faut comprendre, comme vous l'avez dit, que le Cameroun est un grand pays de football. Le Cameroun est ce pays africain qui a permis à l'Afrique d'accéder pour la première fois au stade des quarts de finale de la Coupe du Monde. Ça, c'était en 1990. Le Cameroun a quand même 5 trophées de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a produit des légendes du football, à l'image de Albert Roger Mila, Patrick Mboma, ainsi de suite. Le Cameroun, en fait, il y a belle lurette, aurait pu se doter des infrastructures sportives avant même de solliciter l'organisation d'une Coupe d'Afrique. Les Mégan dit mieux vaut tard que jamais, non? Bon, étant donné donc qu'il y a déjà eu la volonté de manifester cette action, il a bien fallu que toutes les batteries soient mises en marche pour vous savez, quand vous parlez de volonté, à côté de volonté, il y a l'action. On ne peut pas parler de volonté sans action. La volonté se manifeste par l'action. Ce n'est pas nous qui devons imaginer si M. Biya voulait vraiment que le Cameroun soit doté de belles infrastructures et que le Cameroun organise une fête de football de son vivant. Il faut que cela se manifeste. Ça se manifeste par les actions. Nous disons que c'est depuis 2014. C'est depuis 2014. Nous avons eu 5 ans. 2014-2019, c'est 5 ans. Nous avons eu 5 ans pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations, 5 bonnes années. Il fallait juste 2 ou 3 stades de construire et le reste devait être réhabilité. Il fallait juste le faire et nous disons 5 ans. L'État a mobilisé plus de 1200 milliards. Il y a eu des créanciers nationaux et des créanciers internationaux. Il y a des États qui se sont engagés dans ce challenge-là, qui aujourd'hui qui ont perdu parce que les élections n'ont pas été respectées. Willy, vous dites 2 ou 3 stades de réhabilité, donc vous dites qu'il fallait juste réhabiliter Amadou Ahidjo, ne pas construire le complexe? Non, la réunification à Douala? Il y avait l'opération de réhabilitation, mais aussi l'opération de construction de nouveaux stades sous le format de Japoma et de Lembe dont nous parlons aujourd'hui. Donc il y avait la réhabilitation et la construction des stades. Sauf que ce n'est pas tous les 6 stades qu'il fallait construire. Il y avait déjà certains qui avaient été construits. Donc nous disons qu'en fait, ce débat-là n'était pas un débat de 2014. C'était un débat d'avant. Il fallait doter le Cameroun de ses infrastructures sportives bien avant parce que c'est un pays qui mérite. Et comprenons que le football, c'est aujourd'hui au niveau du Cameroun quand même un secteur qui fait rêver la jeunesse. C'est un secteur qui constitue une rampe de lancement pour la jeunesse, porteur de talent, ainsi de suite. Donc, sortir de là avec des polémiques, sortir de là avec les débats, sortir de là avec une non-concrétisation serait vraiment un gros échec de plus pour M. Biya, 38 ou 40 ans après. Il a la nécessité, il a l'urgence pour lui de faire sauver son discours de... on appelle ça comment? Rigueur et moralisation. C'est-à-dire, il doit nous prouver aujourd'hui que ce n'était pas un plagiat en 82 quand il parle de rigueur et de moralisation, que c'était une idée venue de lui-même, qu'il doit défendre en jetant la clarté et la transparence dans la gouvernance macroéconomique, la planification des projets, ainsi de suite. Pourquoi? Et cela pourquoi? C'est parce qu'il a un déficit. Il ne préside pas. Monsieur Biya ne préside pas. Où est-ce que vous mettez l'âge du président dans tout ça? S'il se sent fatigué, il cède la place. Le repos fait partie aussi des étapes d'un homme dans la vie. Le repos fait partie de la carrière d'un homme. S'il est fatigué, qu'il cède la place, que de laisser le pays à l'abandon entre les mains des vautours. Oui, la phrase est de lui. La retraite n'est pas une sanction. Mais un mérite. Voilà. La retraite n'étant ni une sanction, mais un mérite, il pourrait mériter d'une bonne retraite en créant une fondation Paul Biya, où on ira le consulter en bon cas. C'est aussi en honneur. Je dis qu'il laisse le pays à ceux qui veulent gouverner et qui ne vont pas accepter d'entretenir ce genre de flou. Je dis, nous sommes gravement endettés. Nous allons payer, va ou pas, puisque le gouvernement engage l'État. Et l'État, c'est nous et les générations à venir. Et nous allons devoir payer. Pourquoi? Ces 55 milliards, si nous sommes dans la logique de l'endettement, alors qu'on a aussi s'endetter pour rallonger le traitement salarial des magistrats, des médecins ou des enseignants qui souffrent aujourd'hui. Pourtant, ils entretiennent un secteur essentiel. Un magistrat avec ses émoluments, c'est quoi ça? Il n'a rien. Hein? Or, il doit dire la justice avec une bonne conscience. Le seigneur de la craie, il gagne combien? Rien. Qu'on ait donc endetté 100 milliards
pour un meilleur traitement salarial de certains agents publics. Cela pourrait aussi être une façon de redistribuer la fortune et la manne publique. Voilà, Léopold Daci, sur cette situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans l'urgence? Il a dit... Vous avez dit qu'il y a un déficit de communication? Si on grave. communique davantage, est-ce que ça pourra amener les Camerounais à penser, à enlever cette idée de gabégie là? J'ai suivi un grand militant du RDPC cette semaine dire que ça peut pousser les gens dans la rue. Il ne le disait pas en blaguant, je crois. Vous savez, quand un homme a faim, il comprend qu'on est en train de... Il n'arrive pas à avoir son petit bout de pain de la journée et qu'il comprend qu'on a volé 50 milliards, 100 milliards. Il pense qu'on est en train de blaguer sur son crâne. Vous voyez? Donc je pense que dans cette affaire, il faudrait que ceux qui gèrent la fortune publique concernant le complexe de Dolembe reviennent à l'orthodoxie et commencent à expliquer aux Camerounais comment est-ce qu'ils sont en train de gérer leur fortune publique. Il ne faut pas que... Parce que je dis... Complexe. Non, je crois que s'il y a eu gabégie, quand le président a organisé la 8e coupe, il a construit le stade Omnisport que vous connaissez. Oui, voilà, Il y a eu gabégie. Il a sévi. Il a sévi. Même ses propres amis sont allés en prison. Les grands commerçants, bamilekers, milliardaires qu'on voit là, c'était ses amis. Les Kwame Jacques sont allés en prison. Comme Samuel. Comme Samuel. Oui. Donc, il faut sévir. Il faut que la main de fer sorte du gant de velours pour que cela serve d'exemple et que personne d'autre n'ait le courage de recommencer. Okay. Mais si on reste dans le règne de l'impunité, si on reste dans la logique de « il ne s'est pas attaqué à mon fauteuil », c'est pardonnable. J'ai dit non. Okay. C'est de l'injustice et rien n'est Voilà. pas acceptable. Merci. On va aller tout de suite à Douala où nous attend Cédric Noufélé pour le 20h le plus attendu de la planète. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief en direct de Yaoundé. PC. Monsieur le maire Bidou, vous avez suivi dans le journal de Cédric Noufélé tout à l'heure, on annonce 1700 doses de vaccins dans les tout prochains jours au Cameroun, vaccins anti-Covid. Comment vous réagissez? Ça vient tard parce que l'Europe bouge depuis. Certains pays en Afrique ont commencé. On a vu le président Wade, le président Macky Sall du Sénégal il y a quelques jours. La semaine, je crois, il y a une semaine, on a vu le président équato-guinéen et son épouse se faire vacciner. Est-ce qu'on a réagi? Ce n'est même pas encore là, hein, on annonce seulement. Le Cameroun a-t-il réagi un peu tard face au vaccin? Vous savez, depuis le retour du Covid, on n'a pas beaucoup suivi les autorités en charge de la gestion du Covid. Peut-être parce que ils avaient fonctionné, ce que j'ai considéré par le passé, hein, sur un mensonge d'État. C'est-à-dire que beaucoup de choses ont été annoncées, déclarées, mais qui étaient loin de la réalité. Par exemple, on nous a fait croire que le Cameroun avait eu la meilleure riposte contre le Covid. Oui. Et je me suis toujours posé la question de savoir quel était le protocole que le Cameroun avait utilisé et pourquoi ne l'avoir pas exporté. Je vois mal un Américain atteint de Covid qui sait que ses jours sont comptés, milliardaire, en train de ne pas payer le billet d'avion pour venir se faire soigner. Bon, bref. Le protocole, il y avait un flou artistique sur le protocole et autres. Et depuis le retour du Covid, on ne les a pas beaucoup entendus, peut-être parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à proposer ou quelque chose de cohérent, de compréhensible, de sensé à nous proposer, puisque les Camerounais étaient, quand vous regardez aujourd'hui, vous prenez un taxi, il y a surcharge, personne n'a le masque en route. Bref, je crois que le gouvernement s'est rendu compte qu'ils étaient en train d'échouer dans leur mission.
Donc l'arrivée supposée des vaccins, Oui. c'est une bonne chose, vraiment une très bonne chose. Et je voudrais dire aux Camerounais de ne pas utiliser la superstition pour dire non, c'est sérieux, c'est grave. Et si le gouvernement a réagi, 1 700 000 vaccins, ce n'est pas suffisant pour une population de 25 millions, mais c'est déjà ça qui va permettre de sauver des vies parmi, qui sait, peut-être qu'on aura la chance d'être parmi les 1 700 000 élus, que la gestion se fasse dans la transparence, dans l'équité, pour que tous les Camerounais aient la chance de vivre. Voilà, 1 million. Si d'aventure, il faisait comme d'habitude, vaccin à tête chercheuse, vaccin à géométrie, à géographie variable. Bon, je crois que les Camerounais ne tarderont pas à siffler la fin du match. Voilà, 1 700 000 doses, on se reprend, 1 700 000 doses de vaccins qui vont arriver au Cameroun. Léopold Daci, je vous pose la même question. Le Cameroun réagit tard. Vous savez, nous sommes en train de On a vu la Guinée se bouger, le Gabon. Oui, surtout le Sénégal, le Ghana, qui ont été les premiers à entrer dans la danse. Macky Sall, contrairement à acheter ses produits à la Chine et aux Russes, oui, là, il a fait. Le Ghana a été le premier en réalité à avoir les produits dans le programme COVAX de l'OMS, il est entré là-dedans. Le Cameroun également, certainement, c'est dans ce programme-là. Oui, justement dans le programme COVAX. Mais, disons le carrément également, c'est que la République sud-africaine a acheté massivement les vaccins, les doses. Parce qu'elle a les moyens. C'est pas normal avec c'est normal. variants. Mais malheureusement, pour l'Afrique du Sud, on a découvert qu'il y avait la variante. Oui, sud-africaine. Donc maintenant, les doses de vaccins l'Afrique du Sud avait sous la main ne pouvaient plus être utiles, ne pouvaient plus répondre à la vaccination en Afrique du Sud. Et l'OMS a donc maintenant, avec l'Union africaine, entré dans le programme de COVAX pour prendre ces produits sud-africains achetés par l'Afrique du Sud pour maintenant, je ne vais pas dire vendre, céder, parlons comme ça pour être plus courtois dans le langage aux pays africains. Et le 1 million 700 000, on l'a pris ce soir pour le Cameroun, c'est une bonne chose. Mais disons-le pour répondre un peu à ce que disait le président tout à l'heure, qu'il y a eu des cibles prioritaires, comme par exemple le personnel soignant. Ça, dans tous les pays, ils sont prioritaires dans les soins. Ils sont dans les pays, ils sont en ligne. Tous les personnels soignants, on les vaccine. Deuxième cible maintenant, c'est les personnes âgées, généralement au-dessus de 60 ans. À partir de 60 ans au-delà, on est généralement considéré comme troisième âge. Ils sont recensés et vaccinés. Bon, les autres maintenant, c'est moins jeune. Ça peut être maintenant comme ce que on verra si dans cette fourchette-là, ceux qui sont cinquantenaires, ceux qui sont trentenaires, etc., dans les établissements, on va voir cela fonctionner. Bon, maintenant, l'autre point qu'il ne faut pas taire, et j'ai suivi cela au Sénégal, c'est que les gens sont toujours dubitatifs par rapport au vaccin. Il y a une thèse complotiste sur l'affaire. On voudrait inoculer ceci ou cela aux gens. Il y a des gens qui ont la tête qui sont encore convaincus qu'ils ne vont jamais se vacciner tant que ceci ou cela ne sera pas fait. Mais pour moi, je dirais, vu ce que nous sommes en train de vivre au Cameroun ce temps-ci, avec cette vague qui est vraiment sérieuse. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là, Léopold Daci, qui pensent qu'un vaccin en 9 mois, parce que c'est au bout de 9 mois qu'on a mis sur pied ce vaccin, la rapidité avec laquelle on a mis sur pied un vaccin anti-Covid, ça fait débat. Oui, ça fait débat, mais il faut ça faire avec la fièvre jaune. Hein. Vous savez, la fièvre jaune, quand ça a commencé, il n'y avait pas un protocole établi. On s'est cherché. Oui. Les pays se sont cherchés. À la fin, maintenant, on arrive à un protocole final. Oui, c'est avec les vaccins. Aujourd'hui, on prend 2-3 doses. L'unique vaccin, je crois maintenant, je ne fais pas de publicité, là, je ne suis pas médecin. Quand je lis, c'est Johnson & Johnson, qui est l'unique dose qu'on prend une seule dose, et puis ça suffit pour les autres, c'est 2 doses. Ça ne veut pas dire que cela est moins efficace ou plus efficace, je n'en sais rien. Les médecins peuvent savoir ce qui est bien pour la santé publique du Cameroun. Donc j'ai dit que le protocole n'est pas encore établi, il n'est pas avéré que voici le vaccin. Mais vous avez vu quand même quelles sont les puissances qui ont les vaccins sur le marché. Ouais. La Chine, la Russie, oui. mais les États-Unis.
pandémie. Oui, mais les pays africains, il n'y a rien. La personne, le Maroc est en train de se battre pour que la Chine lui donne la possibilité de fabriquer les vaccins sur place pour l'Afrique. Espérons que cela va prospérer pour que de plus en plus le vaccin coûte moins cher en Afrique. Donc vous voyez que nous, regardez comment nous nous réveillons subitement. Nous partons niet pour le vaccin, directement nous voulons le vaccin. Vous voyez un saut terrible. Ça veut dire ce que nous nions hier est en train de devenir aujourd'hui une évidence. J'étais dans le taxi ce matin, je raconte une anecdotique, mais il faut le dire. J'avais mon masque, il est là dans ma poche. Alors, je me dis que, mais attends, les Blancs nous rendent fous. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'on suivait la radio. Dans une radio de la place, il dit, ben écoutez, comment il ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas le Covid en Afrique, parce que, comme il n'y a pas le palu chez eux, ben, il faut qu'ils comprennent. Il dit que, mais arrêtez ce débat. Il dit, heureusement, nous passions devant le centre agréé pour le spécialisé. Oui, spécialisé. Il y avait. Orca. Oui, Orca. Ouais. Mais il y avait, effectivement, là, un corbier avait ce cas à l'intérieur. J'ai dit, mon ami, regarde là, tu le vois. Ce n'est pas qu'on raconte. Il y a juste qui ne croit pas. Donc c'est pour dire qu'il y a un problème de sensibilisation énorme au vaccin qu'il faudrait faire. Il y aura des familles certaines. Et si nous voulons, sur des cibles, si les médecins ne veulent pas se soigner, par exemple, parce qu'ils ont des préjugés, si par exemple les vieux ne veulent pas on ne va pas arriver à facilement rompre la chaîne de contamination du virus, puisque de plus en plus, ceux qui sont les plus affectés, les plus, qui meurent le plus, disons ça comme ça, c'est les gens qui sont les plus âgés, entre 60 et au-delà, et certainement le personnel, les soignants qui est au contact avec le virus au quotidien. Voilà. Willy Mengue, sensibilisation vis-à-vis de ce vaccin. Mais on a suivi le ministre Manaouda tout à l'heure dit que le vaccin n'a aucun caractère obligatoire. Bon. On va forcer personne à se... Sauf que il y a la peur d'être contaminé ou la peur de mourir par la suite qui va peut-être contraindre les uns et les autres à se saisir de cette opportunité, parce qu'il faut saluer la communauté scientifique internationale qui, dans un délai aussi bref, vous l'avez évoqué, peut-être 9 mois, oui, qui a pu, ici et là, se procurer ce vaccin et le mettre à la disposition des populations du monde entier. Il est bien vrai qu'il y a un enjeu géopolitique. Il faut comprendre que même de leur côté, il y a toujours de la réticence. Hein. Il y a des gens qui sont dubitatifs par rapport au vaccin. Hein. Comme le cas de la France, puisqu'en France, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire c'est le citoyen lui-même qui commet une demande pour être vacciné. Mais moi, je dis qu'en fait, s'il y a déjà cette opportunité, tant mieux que les uns et les autres aillent vers le vaccin. Nous avons entraîné la première vague de la Covid-19 sans une possibilité clinique, c'est-à-dire on ne savait même pas ce qu'il faut faire. Sinon, peut-être aller au quartier, prendre un peu de comme on disait au quartier à l'époque. Bon, aujourd'hui, il y a quand même cette possibilité-là, le vaccin. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous serions réticents s'il y a une possibilité. Bon, moi, je crois qu'il y a un problème du paquetage, c'est-à-dire 1 700 000 doses sur 26 millions de personnes. Vous voyez que l'écart est très important. Le mécanisme de redistribution, ça va se passer comment? Quand même on sait que pour distribuer les simples moustiquaires gratuits, il faut faire des pieds et des mains. Imaginez une dose de vaccin, c'est déjà un problème. Mais je dis c'est encouragé. Nous sommes apeurés par cette deuxième vague dont la contagiosité et la létalité semblent être plus accélérées, plus importantes. Vous voyez les chiffres tout à l'heure, là, 10 000 de plus en quelques mois, ça veut dire que la deuxième vague est plus dangereuse. En 2 mois, en fait. Voilà, en 2 mois. Voilà. Donc, il faut se saisir cette occasion. Il faut plus de vaccins pour que la population puisse avoir un sentiment d'être à l'abri de cette menace-là. Donc, je crois que il faut pas être sceptique, à mon avis. Voilà, monsieur le maire, on a appris également que le ministre dit qu'il n'y aura pas de confinement. Le Cameroun, c'est même partiel. Hein? Non, je crois qu'il y a... Est-ce qu'il faut être aussi péremptoire? Il y a beaucoup de maîtrise. Connaissant ce virus. Il y a beaucoup de Est-ce qu'on peut jurer la main sur le cœur qu'on maîtrise véritablement ce virus? On peut prédire sur le virus? L'État est en train de démissionner. L'État est en train de démissionner vis-à-vis de la gravité de la situation. L'État est incapable de relancer avec la dernière énergie les mesures barrières. L'État sait, le ministre sait que la situation est beaucoup plus chaotique que ce qu'on nous dit. Quand vous n'avez pas perdu de membres de votre famille de suite du Covid, hein,
Aujourd'hui seulement, on m'a annoncé le décès de 3 personnes que je connais qui sont mortes du Covid. Hein? Et un médecin est mort la semaine dernière, enterré dans la presse. Non, il faut que l'État se ressaisisse et reprenne les problèmes en main. J'ai écouté le ministre Malachi l'autre jour qui faisait passer un communiqué qui demandait aux gens de ne pas se rendre à l'hôpital s'ils ont les symptômes des trucs, d'attendre sur place. On viendra, une équipe viendra. Et une équipe là viendra d'où? Quelle équipe? Lui-même, on l'appelle quand la situation, il ne répond pas. C'est cette équipe qui va répondre. Le numéro vert là, qui viendra? Non, il faut qu'on reprenne les choses en main et avec de la hauteur. Si le confinement partiel est nécessaire, je crois qu'il faut appliquer. Parce que le rythme de contamination est suffisamment important. Et le vaccin, c'est bien. Ceux qui jettent l'opprobre sur le vaccin, ils se trompent. La pénicilline avait un taux de fiabilité de 35%. Hein? Mais il ne faut pas que les batailles économiques l'emportent sur les batailles de santé publique. Le sida, vous savez que des Camerounais ont mis sur pied des protocoles dont la fiabilité était au-delà de 45%. Les Brésiliens ont mis des protocoles pour le paludisme au-delà de 45%, mais comme ça venait des pays du tiers-monde. Vous faites allusion, vous voulez rendre hommage au professeur Mangou avec le Vanivax. Vanivax qui faisait une conférence au Hilton et le même jour, le ministre de la Santé organisait une conférence avec des Français venus de n'importe où et on l'a même évacué de la salle. Mais on se rend compte aujourd'hui que la bataille économique l'a emporté sur la volonté de traiter les Camerounais. Comment vous réagissez, surtout par rapport à ce qu'a mis le protocole mis sur pied par l'archevêque de Douala, Monseigneur Cléda, qui n'a véritablement pas bénéficié d'un véritable accompagnement des pouvoirs publics? Non, je n'y crois pas. Vous savez, toutes nos mamans, quand nos mamans sont nées, il n'y avait pas d'hôpitaux. Mais on savait que si au toit mal au ventre, c'est elle qui s'occupe de ça. Si la mal au dos, c'est elle. Mais vous savez, le cardinal, l'archevêque, n'a pas entouré de son protocole d'un caractère scientifique. Moi, c'est moi qui fais les potions anti-Covid chez moi. Parce que j'ai vu ma mère faire ça à l'époque, il y a 50 ans. Hein? Donc, ça n'avait rien de scientifique. D'ailleurs, quand on a dévoilé tout ça l'autre jour, j'avoue que